Notre deuxième entretien d'embauche est ce matin François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine. C'est le parti que vous avez créé. Entretien d'embauche en deux parties. Première partie axée sur votre programme, sur vos propositions, sur ce que vous défendez. Et la deuxième partie un peu plus personnelle sur François Asselineau, que l'on connaît mal. Qui est François Asselineau? Nous essaierons de savoir. Vous souriez, hein? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais c'est un mystère pour beaucoup, non? Ah ben, si j'avais été invité plus souvent avant, on le saurait davantage. Ah ben non, vous n'avez pas commencé. Vous êtes là. Profitez-en, profitez-en. Bon, alors, la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv en 1942. J'ai entendu, comme vous, Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous? En 1995, Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Jacques Chirac a eu raison? Écoutez, d'abord, je pense que la déclaration de Madame Le Pen, c'est une déclaration, soit Madame Le Pen est sotte, soit elle cherche à faire un buzz sur des questions qui sont assez scandaleuses. Voilà ce que je pense. C'est tout à fait inopportun. Vous savez qu'il y a, en gros, deux visions de l'histoire. Donc c'est volontaire pour vous? Ah ben, faut pas la considérer comme sotte. Ah ben, j'en sais rien. Vous la considérez comme sotte? Moi, je la connais moins que vous. Moi, je l'ai jamais rencontrée pour discuter avec elle. Oui. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à mon avis, c'est un mauvais buzz. C'est tout ça, ça jette en fait de la division entre les Français. Ça revient à toujours ramener des histoires nauséabondes. Moi, je trouve ça minable. Voilà. Sinon, sur le fond, vous savez qu'il y a deux visions. Il y avait la vision gaulienne qui consistait à dire que la légitimité s'était réfugié à Londres. C'était la vision de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. François Mitterrand qui d'ailleurs avait protégé René Bousquet, qui était l'auteur de la rafle du Veldiv. Oui. Et puis après, il y a eu Jacques Chirac, parce que c'est vrai aussi qu'il y a une autre vision des choses, c'est quand même les fonctionnaires de l'État français qui ont participé à ces abominations. Alors, je pose une question qui coule de source. Est-ce qu'il faut maintenir la loi Guessot pénalisant le négationnisme? Moi, je ne reviendrai pas sur ces lois. Je pense que de toute façon, il faut maintenant regarder vers l'avenir et qu'il ne faut pas passer son temps au moment de l'élection présidentielle de 2017 à ressasser des souvenirs de cette époque. Voilà ce que je pense. Alors, regardons l'avenir avec vous, ni à droite ni à gauche. Mais c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, c'est pas moi. Ni à gauche. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui. C'est le ministère de l'Intérieur. Il y a quand même en France une institution qui est chargée de donner une étiquette aux partis politiques, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la seule institution. Et vous savez, nous avons été classés par le ministère de l'Intérieur en divers, c'est-à-dire en effet, ni à droite ni à gauche. Moi, je me plais à dire qu'on est au milieu des Français. Mais vous savez, le ministère de l'Intérieur n'avait pas de raison particulière de me faire plaisir. Donc s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont examiné à la loupe les analyses, les propositions et qu'ils sont parvenus à ça. Alors, vous n'êtes pas souverainiste, vous ne voulez pas qu'on vous qualifie de souverainiste. Non, parce que les souverainistes, vous savez ce que c'est? Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui veulent pas ce qu'ils savent. Voilà. Bon, vous êtes pour une forme de libération nationale, oui. C'est votre programme. Candidat du Frexit, vous l'affichez et vous l'assumez. Oui. Tout votre programme tourne autour de l'article 50. Non, pas tout mon programme. Enfin, beaucoup, pardon, mais quand je regarde de près votre programme, beaucoup. Ça, c'est un programme, j'espère qu'on va pouvoir en parler justement. Je vais parler de votre programme. Alors moi, ce que je voudrais, c'est bien préciser que si je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pour redonner aux Français leur démocratie et pour avoir un programme qui tienne debout et qui soit cohérent. Parce que les autres candidats, ils s'amusent à faire des promesses. Alors, s'ils jouent les Pères Noël, chacun a ses promesses, les électeurs savent plus très bien sur quel pied danser. Moi, ce que j'explique, c'est que leurs promesses sont inapplicables dans le cadre des traités européens. Monsieur Mélenchon en est le champion, par exemple. Il fait des promesses, sauf qu'il veut pas sortir de l'Union européenne. Il ne le propose pas. Par exemple, augmenter le SMIC. Moi aussi, je propose d'augmenter le SMIC. Oui, à 1 300 € pour vous. Moi, je le passe. Oui, absolument. Ce qui est un plus qu'un coup de pouce. C'est 1 300 € net, alors qu'il est à 130 €. Je crois que monsieur Mélenchon fait à peu près pareil. Sauf que M. Mélenchon reste dans l'Union européenne. Or, les directives venues de la Commission européenne nous disent qu'il faut que le SMIC soit compatible avec l'évolution de la compétitivité de l'économie française. En fait, c'est un mot codé pour dire qu'il faut que le SMIC disparaisse ou soit réduit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis des années, le gouvernement dit de gauche n'a pas donné de coup de pouce au SMIC. Alors moi, je dis à M. Mélenchon, il ne peut pas dire une chose et son contraire. Mais on va quand même revenir sur ces articles, 2-3 articles, parce que ça mérite précision. Article 100. Vous vous êtes mis à lire les articles. Mais parce que je travaille, mon cher François. Mais vous avez vu que lors du débat l'autre soir. Oui. Quand je prenais la parole, les autres candidats, je peux vous dire, j'étais sur le plateau. Les autres candidats,
ils m'ont pas contredit. Et ils savent que je connais mes dossiers. Parce que les autres, je suis désolé de le dire, il y en a beaucoup qui connaissent pas les dossiers. Et je précise que l'article 5 de la Constitution, qui fixe le pouvoir du président de la République, le président de la République doit veiller au respect de la Constitution, premièrement. Donc la moindre des choses, c'est déjà qu'ils la connaissent. Et la deuxième chose, c'est que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. La moindre des choses, c'est que le président de la République, ou celui qui prétend le devenir, connaisse les traités dont il parle, non? On va parler des articles. Quand vous montez à bord d'un avion, vous souhaitez que le commandant de bord, il connaisse comment fonctionne l'appareil, ou bien que ce soit un novice? On est bien d'accord. Article 106 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Sur les services publics. Oui, c'est un article très important, la libéralisation des services. On est bien d'accord. Hein. Que dit-il? Enfin, vous dites-vous. Puis nous verrons ce que dit l'article 106. Nos services publics sont démantelés sous la pression de l'Union européenne. C'est ce que vous dites. Bon, ça veut dire quoi démanteler? Libéralisation ou privatisation? Ça veut dire qu'ils sont... Vous savez, c'est la tactique du salami. Vous connaissez la tactique du salami. C'est-à-dire quelque chose que l'on ne pourrait pas avaler d'un seul coup, on le fait tranche par tranche. C'est bon, tranche par tranche, non, le salami? Attendez. On met l'article 106 ne dit pas, textuellement, bien sûr, il faut démanteler les services publics. Non. Il est plus subtil que ça. Il dit, d'abord, il parle pas de services publics, il parle de services d'intérêt général ou ayant un caractère de monopole fiscal. Vous voyez que je connais mes dossiers par cœur. Et c'est vous qui dites... Et il dit qu'ils doivent être mis en concurrence, que ça doit être mis en concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met nos services publics en concurrence, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va ouvrir ça à au secteur privé, que le secteur privé va aller évidemment sur les niches les plus rentables, que donc le secteur public va se retrouver dans des niches qui ne sont pas rentables, sur les marchés justement qui ne sont pas rentables. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance, surtout si au même moment on coupe les subventions venant de l'État, il va avoir tendance à se comporter comme le secteur privé et donc à délaisser. Mais il y a un exemple, exemple, c'est la Poste. Il y a l'exemple de la Poste. La Poste fait face à la concurrence. Pour l'instant, elle s'en sort. Parfois difficilement, mais elle s'en sort quand même. En ce moment, la Poste est en train d'être démantelée. Et puis moi, je vais vous non, la Poste. Mais pourquoi avoir peur de la concurrence? Pourquoi est-ce qu'un service public aurait peur de la concurrence? Mais moi, je n'ai pas peur de la concurrence dans tous les domaines. Je dis que les grands services publics à la française doivent avoir un rôle d'équilibre du territoire et d'égalité entre les Français. Moi, ça fait... Excusez-moi de le souligner, ça fait 10 ans que je parcours la France. J'ai dû faire à peu près 500 réunions publiques. Je n'ai jamais vu en France un Français me dire « Moi, monsieur, ce dont je rêve, c'est qu'on démantèle la Poste. Ce qui rend la Poste privée, c'est que on ferme les... » La libéralisation et la privatisation sont deux choses différentes. Hein, vous êtes bien d'accord? Eh bien, moi, je dis que la Poste, les Français aiment avoir la Poste. Parce que vous savez ce qui se passe avec la Poste. Moi, je suis dans une zone de campagne. Là où il y a ma maison de campagne dans la Nièvre, eh bien, les postes, elles ferment. Ou alors, elles n'ouvrent plus que pendant quelques heures. Et puis, on commence à vendre à l'intérieur des quantités d'autres choses. On va vers progressivement la fermeture des services publics en zone rurale, ce qui contribue à la désertification. Mais François Asselineau, la privatisation, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ce sont les gouvernements qui choisissent de privatiser des entreprises publiques. Vous le savez bien. Air France, par exemple. Air France, c'est l'État français qui a décidé, non? Mais sous la pression. Donc ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Pourquoi tout vouloir mettre sur le dos de l'Union européenne? Mais parce que nous allons, encore une fois, cet article 106, il existe ou il n'existe pas? Il existe. Il existe. Et donc il pousse constamment. À une libéralisation. À une libéralisation. Pas une privatisation. Oui, mais regardez ce qui se passe avec la SNCF, par exemple. La SNCF est en train de devenir maintenant une société avec uniquement presque, enfin j'exagère un peu, mais avec essentiellement du TGV de plus en plus, et la SNCF est en train de se désengager des zones rurales. Elle n'a pas été démantelée, la SNCF. Oui, mais il faut voir ça sur la longue période. Elle a même été protégée par l'État. Il faut voir ça sur la longue période. Moi, je veux inscrire dans la Constitution, mais je comprends que vous ne soyez pas forcément d'accord. Non, mais je vous pose la question. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je propose aux Français que les grands services publics à la française, EDF, qui était quand même un très grand succès et qui est en train de tourner au désastre. EDF, GDF, La Poste, la SNCF, les routes et les sociétés d'autoroutes et les sociétés concessionnaires comment dirais-je, d'adduction d'eau, plus TF1, soit
renationalisés. D'ailleurs, la plupart sont encore en main publique. Hein. J'ai bien conscience de ça. Ça va pas coûter des fortunes comme certains le disent. La plupart sont encore en main publique, mais je ne veux pas que l'on aille vers une société à l'américaine où on irait de plus en plus vers la privatisation. Parce qu'au bout du compte, ça sera l'explosion des inégalités entre les Français et entre les territoires. Alors, François Asselineau, nous allons revenir. Je reviendrai tout à l'heure sur tous ces articles parce que vous connaissez bien et on s'amusera un petit peu dans la deuxième partie. Je vous poserai 2-3 cols sur la Constitution et sur les traités européens. Mais François Asselineau, vous venez de parler des États-Unis. Mais qu'est-ce que vous avez contre les États-Unis? Quand je regarde, je vois, non, vous n'avez rien contre eux, non? D'abord, je suis déjà allé aux États-Unis. Ouais. J'ai des amis aux États-Unis. Ouais. Et le mouvement politique que j'ai créé, qui va bientôt atteindre les 24 000 adhérents, nous avons plus de 65 adhérents qui vivent aux États-Unis, qui y sont expérimentés depuis parfois de nombreuses années. Oui. Je signale qu'il y a aux États-Unis des responsables politiques ou des intellectuels qui disent des choses bien plus graves et bien plus sévères contre leurs propres dirigeants que moi-même. Moi, il se trouve que je ne veux pas que la France devienne un satellite de Washington. J'ai le droit. J'estime que lorsque l'on voit la façon dont la France, par exemple, mène sa diplomatie, on est à des années-lumière de ce qui se passait du temps de Charles de Gaulle. Nous sommes devenus désormais un satellite de Washington. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les traités européens. Or, puisque vous avez regardé les articles des traités, l'article 42 du traité de l'Union européenne place en fait la politique européenne de sécurité et de défense sous la tutelle de l'OTAN. C'est ça la vérité. Donc nous sommes désormais obligés d'être sous la tutelle de l'OTAN. Nous n'appelons pas l'OTAN lorsque nous allons envoyer des troupes au Mali. Mais moi, je ne veux pas que François Asselineau, on n'a pas besoin de l'OTAN pour envoyer nos troupes au Mali. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on envoie des troupes au Mali? C'est parce que la France a participé... Pour lutter contre le terrorisme. Oui, et pour lutter contre l'extrémisme. Oui, et pourquoi y a-t-il du terrorisme et de l'extrémisme? Qui a démantelé le régime de Kadhafi en Libye? Est-ce que ça a été une bonne chose que la France et le Royaume-Uni interviennent? Bien entendu, avec le soutien implicite de Washington, pour démanteler le régime de Kadhafi. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Il y a 70% de la population libyenne qui a fui, ça a déstabilisé le Machrek et le Sahel. Alors évidemment, après ça, on en paye les pots cassés. Mais de toute façon, la France n'est plus la France. La France a désormais une diplomatie et une politique étrangère qui est sous la tutelle, sous la vision géopolitique de Washington. Ça n'est pas être anti-américain que le délire, c'est simplement être réaliste. Est-ce que Trump a commis une faute en allant bombarder l'aéroport d'où ont décollé les avions qui sont allés jeter des bombes des bombes chimiques sur les rebelles syriens? Alors, déjà... Vous y croyez d'ailleurs? De quoi? Est-ce que vous croyez que l'aviation syrienne a bombardé à l'arme chimique? Vous y croyez? Écoutez, la question c'est pas de savoir si j'y crois ou si j'y crois pas, la question c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, donc pour savoir c'est vrai ou c'est faux. Mais moi je n'en sais rien, vous le savez vous? Non. Bon, vous pourriez mettre votre main à couper? Bon, non. Écoutez, chat échaudé. Où mettrais-je ma main à couper? Oui. Chat échaudé craint l'eau froide. Les armes chimiques de Saddam Hussein, il y a eu une guerre en Irak qui a provoqué plus d'1 million de morts. Il y avait des armes chimiques ou pas? La réponse est non. Les Américains qui avaient annoncé qu'il y avait des armes chimiques, 6 mois après, par la bouche de Colin Powell, le secrétaire d'État américain, a dit en effet, il n'y en avait pas. Bon. L'affaire de la Ghouta, du massacre de la Ghouta en 2013 en Syrie, avec le gaz sarin qui avait été prétendument envoyé par les troupes gouvernementales. Maintenant, le mystère reste quand même entier, mais le dernier rapport, il y a un rapport qui a été fait par les Américains, par la chose la plus prestigieuse qui est aux États-Unis, l'université de Harvard, le Massachusetts Institute of Technology. Eh bien, les plus grands experts américains, c'est sorti il y a quelques mois, ont dit que très probablement cette attaque au gaz sarin venait des rebelles et non pas du gouvernement. Je ne suis pas l'ambassadeur de M. Assad ni de qui que ce soit. Je dis simplement que, avant de se précipiter aux conclusions, il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée sur cette affaire-là, qui était une abomination, bien entendu. Mais qui est à l'origine? Moi, je n'en sais rien. J'écoute un son, j'écoute l'autre son. Ce que je sais, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a une chose qui est certaine. C'est que ce qu'a fait Donald Trump est interdit par le droit international parce qu'un État n'a pas le droit d'agresser un autre État comme il l'a fait. Et s'il y avait eu une attaque chimique, c'est à ce moment-là au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'intervenir. Ce que font les Russes, c'est permis par le droit international? Oui, parce que... En Crimée, par exemple, ou ailleurs? Ah bah oui, là ils ont pris une latitude. Se sont arrangés avec le droit international, quoi. Et au Kosovo et au Sud-Soudan, il y a eu des référendums qui ont été faits de la même façon, mais par les Américains cette fois-ci. Écoutez, moi je peux vous dire... Vous dites il faut arrêter l'américanisation subliminale de nos cerveaux. C'est vrai.
C'est quoi l'américanisation subliminale? Par exemple, les primaires. Vous croyez que c'est un succès, les primaires des Républicains et les primaires du Parti Socialiste? Ça sort d'où, les primaires? Ça vient bien, c'est par le mimétisme vis-à-vis des États-Unis. Le mouvement UMP qui d'un seul coup s'appelle les Républicains. Ça vient d'où? C'est par mimétisme des États-Unis. Et si l'acronyme n'était pas un petit peu gênant, ça fait belle lurette que le Parti Socialiste se serait appelé le Parti démocrate. C'est ça la réalité, c'est que c'est par mimétisme des États-Unis. Voilà. D'ailleurs, il suffit de regarder nos séries américaines partout. Il y a, et ça n'est pas du complotisme ou du conspirationnisme. Vous allez encore me sortir ça. Je vais revenir sur le complot. Oui, mais c'est, parce qu'on vous accuse de complotisme. Je vais y revenir dans la deuxième partie. Et vous savez pourquoi on m'accuse de ça? Non. C'est parce qu'on ne sait pas de quoi m'accuser. Comme je n'ai pas de casserole, comme je n'emploie pas toute ma parentèle comme attaché parlementaire, comme je n'ai pas de compte en Suisse, il faut bien trouver quelque chose à critiquer. Donc on a trouvé ça à se mettre sous la dent. Mais on va en parler si vous voulez. On va en parler. Le 11 septembre 2001, il n'y a pas de complot pour vous. Mais pourquoi vous me parlez du 11 septembre 2001? Mais comme ça, parce que c'est... Moi, je préférerais que l'on parle là maintenant de ce qui intéresse les Français. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais comme disait Georges Marchais, c'est moi qui ai les réponses. Oui, d'accord. Oui, mais enfin, comme c'est moi qui pose des questions, vous répondez, vous ne répondez pas. Si vous ne répondez pas, on arrête. Vous savez, c'est pas compliqué avec moi. Bon, comment définissez-vous vos concurrents? Tiens, François Fillon, par un mot. Vous dites rien. Ouais. J'ai pas très envie de parler de mes concurrents. Je vais dire de façon globale. Non, vous savez ce que je vais dire? Je trouve que fondamentalement, ils ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Ils font tous, à peu près tous, une candidature pour être Premier ministre. Ils confondent l'élection présidentielle et les élections législatives. Il va y avoir des élections législatives au mois de mai-juin. Et là, on va parler de la sécurité, de la santé. Moi, j'ai des réponses et des programmes sur tous ces sujets. Mais là, nous sommes dans l'élection présidentielle. Il s'agit de choisir le chef de l'État. Or, le président de la République, qui n'est pas la même chose que le Premier ministre, on n'est pas comme aux États-Unis, c'est la Constitution de la Ve République. Le président de la République doit être le garant de l'essentiel, c'est comme ça que De Gaulle l'avait qualifié, et il doit être le garant de l'indépendance nationale et de l'unité nationale. Quel est le programme des autres candidats pour garantir l'indépendance nationale? Comment peut-on garantir l'indépendance nationale si toutes nos lois, si notre monnaie, si notre politique diplomatique et militaire sont fixées par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est gérée depuis Washington? François Asselineau, nouveau franc, donc sorti de l'Union européenne, nouveau franc. Alors en ce qui concerne la vie publique, parlementaire, conseillers régionaux, conseillers départementaux, ça vous gardez, hein? Pas plus de... Non. Il y a toute une série de suppressions de postes, vous le savez. Oui, suppression du nombre de parlementaires, oui. 70 députés en moins, vu ça. 74 députés européens en moins, puisqu'on quitte l'Union européenne. Notez bien d'ailleurs au passage que Madame Le Pen, qui a encore une fois, par l'intermédiaire de Philippot, copié un certain nombre de mes propositions, que Madame Le Pen ne propose pas de supprimer les députés européens, ce qui prouve d'une part qu'elle veut pas sortir de l'Union européenne, d'autre part qu'elle veut garder pour ses vieux jours, n'est-ce pas, ses fonctions, parce que ça doit faire 32 ou 33 ans que Monsieur Le Pen est député européen et elle-même, ça doit faire 15 ou 16 ou 17 ans. Ils sont sur la bête, ils touchent beaucoup d'argent de cette structure. Pas plus de 2 mandats consécutifs, proportionnels, reconnaissance du vote blanc, 3 référendums si vous êtes président de la République. Pas proportionnel. Pas de proportionnel. Une dose de proportionnel. Une petite dose de proportionnel. Mais pas la proportionnelle intégrale. Non, pas la proportionnelle intégrale. Reconnaissance du vote blanc de plein exercice. Ça veut dire que ça donne un pouvoir révocatoire aux électeurs. Si, dans un scrutin, le vote blanc arrive en tête, devant les candidats personnes physiques, le vote est annulé. Il est reporté de 2-3 mois. Le vote est de nouveau organisé, mais lors du nouveau scrutin, les candidats qui participaient au scrutin qui a été annulé ont interdiction de se représenter. C'est un système qui existe en Suède et en Uruguay. Je veux qu'il existe en France. Alors François Asselineau, nous aurons l'occasion dans la deuxième partie, qui dure une demi-heure évidemment, à travers votre portrait, de revenir sur certaines propositions, notamment ce qui concerne l'agriculture et la santé. Ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez interdire les marchés publics aux entreprises étrangères? J'ai vu ça. Non, c'est pas aussi simple. Non, c'est dans votre programme. C'est pas aussi simple que vous faire le coup de Jean Lassalle. Non, c'est pas aussi simple que ça. Oui. On va donner la priorité dans certains marchés publics. En effet, s'il n'y a pas d'appel d'offres, si l'appel d'offres n'est pas réglé, on pourra donner la priorité pour les marchés publics, pas pour les marchés privés, mais pour les marchés publics, aux entreprises françaises. J'ai dit interdire les marchés publics. Aux entreprises françaises. Mais s'il n'y a pas de possibilité, on passera. François Asselineau, alors il y a
une mesure qui mérite explication. Concernant les médias, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, les Français ont pu le mesurer au moment du traité de Maastricht, ou au moment de l'élection ou du référendum sur la Constitution européenne, ou même encore maintenant. On a l'impression qu'en France, tous les journalistes, par exemple, sont pour l'Union européenne. Moi, je ne connais pas de journaliste qui me donne l'impression d'être en faveur du Frexit. Non, mais attention aux impressions, hein, François. Oui, écoutez, c'est quand même bon. Voilà. En règle générale, c'est quand même comme ça que ça, et c'est comme ça que c'est perçu par l'opinion publique. Mais comment faites-vous pour assurer une diversité? C'est-à-dire qu'on va demander aux journalistes de prendre une carte, d'afficher ses opinions politiques, je ne sais pas. Non, on va faire d'abord respecter. Ses opinions? On va faire d'abord respecter. Vous allez faire passer un examen aux journalistes pour savoir de quelle opinion ils sont? On va faire respecter dans le service public la charte de Munich, la charte de l'éthique du journalisme, voilà, dont l'article 8, parce que je connais aussi les articles de la charte de Munich. L'article 8 et l'article 9 disent que justement, il ne faut pas confondre le métier de journaliste avec le métier de propagandiste. Et que donc il faut... Voilà, mais c'est... Non, mais je comprends. Alors qu'est-ce que vous faites avec ces journalistes? Eh bien, je dis qu'il faut que les journalistes aient cette éthique. Passer un examen, alors? Non, écoutez... Savoir s'ils connaissent, effectivement, les chartes, les traités, Demandez aux Français ce qu'ils en pensent. Vous savez très bien que beaucoup de Français estiment qu'il y a, par exemple, sur les questions européennes, on a l'impression que tous les journalistes pensent la même chose. Voilà. Regardez, lisez le livre de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de garde, qu'il avait écrit après le référendum sur le traité de Maastricht. Pardon, ce sont les politiques qui n'ont pas respecté, ce ne sont pas les journalistes, ce sont les politiques qui n'ont pas respecté le choix du peuple. Non, mais ce ne sont pas les journalistes. Non, attendez. Serge Halimi montre que, par exemple, pour le référendum sur Maastricht en 92, on avait fait débattre des gens des responsables politiques de droite qui voulaient voter oui, avec des responsables politiques de gauche qui voulaient voter oui. Mais les partisans du non n'avaient eu, je crois, que 15 ou 20% du temps de parole. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'une diversité des opinions politiques. Ça me paraît normal. Vous savez, les Français, ils sont de mon avis. Alors vous allez m'expliquer comment, après, puisqu'il est déjà 57, comment vous faites? Parce que... On va déjà, vous savez ce qu'on va faire? On va renationaliser TF1, parce que TF1 n'a pas respecté le cahier des charges culturelles qu'il devait respecter, et on va faire de TF1 une télévision collaborative qui va être la télévision du peuple français. On demandera télévision de l'État, quoi. Une télévision. Oui, attendez, moi je ne touche pas, par exemple, je ne touche pas à RMC, je ne touche pas à BFM, je ne touche pas à CNews. Ça restera, tout ça restera privé. Mais TF1, c'est la première chaîne de télévision française. Et vous savez, regardez au Royaume-Uni, BBC One, la première chaîne de télévision britannique, elle est publique. Au Japon, la NHK aussi. Et bien, moi, France 2 qui est publique en France. Oui, mais la première chaîne de télévision dans tous les pays du monde, elle a une espèce de fonds de commerce important. Eh bien, moi, je pense que cette télévision française, elle devrait être la télévision du peuple français. Et puis, les Français interviendront à la fois en matière politique, on fera des débats. Vous savez, il y a une immense soif chez les Français de participer. Oui, ça c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Mais je peux vous le dire. Et d'ailleurs, ce qui fait succès dans notre mouvement, c'est que les gens découvrent avec moi le plaisir de retrouver la vraie politique, pas la politique marketing. Eh bien, on va vous découvrir un peu plus dans la deuxième partie de cet entretien d'embauche. Il est 8h58.